Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés à la mise en place des DTO et nous allons continuer dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu comment j'ai créé le répertoire pour les DTO lors de la vidéo précédente, j'ai juste fait un clic droit ici et là, j'ai cliqué sur Package et ensuite j'ai écrit DTO. Donc là, le répertoire DTO existait déjà. Donc, vous pouvez faire pareil si vous n'avez pas vu exactement comment j'ai fait. Mais avant de continuer, j'ai fait quelques petites modifications dans le modèle livre, c'est-à-dire le modèle book. J'ai remplacé les int qui étaient là par des integers, c'est-à-dire les int qui étaient là au niveau des nombres disponibles et nombre total. Je les ai remplacés par les integers. Voilà, donc vous devez faire pareil. Donc, je les ai remplacés pour éviter d'avoir des problèmes lors de la création des services. Donc, c'est quoi un DTO? Alors, pour faire simple, un DTO pour Data Transfer Object, c'est un objet simple utilisé pour transférer les données entre les différentes couches d'une application. Par exemple, du back-end vers le front-end, sans exposer directement l'entité de base de données. Il contient uniquement les champs nécessaires pour l'échange de données. Pas de logique métier à l'intérieur, juste des getters et des setters. Donc, généralement, il sert à sécuriser les données, euh, c'est-à-dire ne pas envoyer les informations sensibles comme un mot de passe, alléger la qualité des données transmises et adapter la structure des données aux besoins de l'API. Voilà. Donc, nous allons commencer par créer notre premier DTO. Le premier DTO que nous allons créer, c'est euh, user DTO. Voilà. Donc, ici, nous allons utiliser deux annotations. La notation data, dont nous avons déjà parlé, et la notation builder. Ok, la notation builder, elle va nous permettre de construire rapidement notre DTO lorsqu'on en aura besoin. Donc, pour construire notre DTO, nous pouvons nous rendre dans le modèle utilisateur, copier toutes les informations qui sont là et le coller là. Puis nous allons enlever tout ce qui tout ce qui est lié à de près ou tout ce qui est lié à la bibliothèque data JPA, comme par exemple column. Et puis nous allons enlever les attributs auxquels nous ne voulons pas que l'utilisateur accède euh, facilement. Ceci pour le but de protéger cette information-là. Nous allons par exemple enlever le mot de passe qui est une information très sensible. Voilà, donc nous pouvons également faire la même chose pour le modèle livre. Nous allons écrire book DTO. Puis nous allons ajouter les mêmes annotations data, builder, et nous allons venir dans book et copier les attributs tels qu'ils sont. Puis nous allons les coller ici à l'intérieur et enlever column. Voilà. Donc, on peut faire la même chose pour le reste. J'avais déjà préparé cette section de côté, donc je vais juste faire un copier-coller. Donc, je vais coller ça ici. Voilà, donc là, j'ai collé deux autres DTO pour les clients Customer DTO et pour les emprunts Loan DTO. Maintenant, avant de continuer, nous devons créer les mappeurs. Alors, c'est quoi un mappeur? Un mapper est une classe ou une interface qui sert à convertir un objet d'un type à un autre. Par exemple, des entités en DTO pour exposer les données à l'API et des DTO en entités pour sauvegarder en base de données. Voilà, donc pour ça, nous devons venir dans notre répertoire racine et créer un nouveau package que nous allons appeler mapper. Pour chaque modèle de données et chaque DTO que nous avons, nous devons créer des mappeurs. Mais avant de créer des mappeurs, créer nous devons ajouter une nouvelle bibliothèque à notre projet qui s'appelle Mapstroc. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur Google. Nous allons taper Mapstroc. Donc, le mien est déjà là. Et nous allons cliquer sur le premier lien. Ici, nous avons la documentation complète de Mapstroc. On va cliquer sur documentation. Et nous pouvons voir ici la dépendance que nous devons ajouter à notre projet. Donc, nous allons copier cette dépendance ici et la coller à notre projet dans le point .xml. Nous pouvons la mettre ici, à la fin. Donc, on va coller ça là. Puis, nous devons ajouter une version. Moi, j'ai une version que j'aime utiliser et que je trouve plutôt stable. C'est une version avec laquelle je travaille. C'est la version 1.6.3. Donc, je vais copier cette version-là et je vais la coller ici. Voilà, donc ensuite, nous n'avons pas encore terminé la configuration. Dans la partie configuration ici, nous devons ajouter ces informations-ci. Donc, je vais copier ça et je vais me rendre toujours dans mon projet, dans la section configuration, juste en dessous de celui-ci, je vais ajouter ça.
Voilà. Puis, je vais mettre cette version-ci, la même version. Je vais coller ça là et je vais mettre à jour ma liste de bibliothèques. Là, on peut voir que tout s'est bien passé, que l'installation s'est bien déroulée. Donc, il peut arriver que de votre côté, vous n'ayez pas ça dans votre .xml, c'est-à-dire la balise configuration. Vous devez l'ajouter. Après l'avoir ajouté, vous devez ajouter cette autre balise qui est la balise annotation processor path, oui, avant d'ajouter euh, l'information qu'on a ajoutée par rapport à Mapstroke. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça peut arriver que vous n'ayez pas ça. Vous devez donc ajouter cela, sinon Mapstroke ne marchera pas. Ok, donc une fois qu'on a terminé avec l'installation de la bibliothèque Mapstroke, on peut donc écrire nos mappeurs. Le premier mapper que l'on va écrire, c'est l'interface qui va permettre de convertir les entités user en user DTO. Donc pour ça, on va écrire user mapper. Et ici, nous allons ajouter une annotation qui est l'annotation mapper. Et nous allons donner un attribut qui est component model avec la valeur Spring. À l'intérieur, nous allons donner les deux fonctions. La fonction qui va permettre de convertir l'entité utilisateur, l'entité user en user DTO et la fonction qui va permettre de convertir l'entité user DTO en user. Donc, pour ça, on peut écrire user DTO to user DTO. Donc, en gros, cette fonction va prendre un user et le convertir en user DTO. Voilà. Puis, on va écrire user, la seconde fonction, to user. Cette fonction, elle va prendre un user DTO et le convertir en user. Voilà. Donc, nous allons faire pareil pour les autres classes. Par exemple, je peux prendre ici, je peux par exemple écrire ici l'interface pour les livres, book, book mapper, et j'ajoute l'annotation arrobas mapper, puis à l'intérieur, component modèle, je mets l'attribut component modèle et je mets string. Donc ici, je vais mettre toujours deux fonctions, book DTO to book DTO. Donc cette fonction va prendre en paramètre un livre book pour le convertir en book DTO. Et l'autre fonction book to book qui va prendre en paramètre un book DTO et le convertir en book. Voilà. Donc, j'ai également déjà fait ça. J'ai également déjà écrit ces fonctions en parallèle. Donc, je vais juste encore faire un copier-coller. Donc là, je vais coller les informations ici. Et là, on peut avoir pour le mapper des emprunts, le one mapper. On voit également qu'on a deux fonctions, la fonction qui permet de convertir en DTO et la fonction qui permet de convertir en entité, et customer mapper qui permet de convertir en customer DTO et en customer tout simplement. Voilà, donc cette phase étant terminée maintenant, nous pouvons passer à la création des repositories. Donc pour créer un repository, nous allons nous rendre dans le package repository que nous avions préalablement créé, et nous allons créer une nouvelle interface que nous allons nommer par exemple user repository. Mais c'est quoi un repository? Alors, un repository est une interface Spring Data qui sert à communiquer avec la base de données sans écrire toi-même les requêtes SQL. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser la classe JPA repository qui fournit déjà toutes les méthodes create, c'est-à-dire les méthodes create, read, update, delete. Donc, on peut même également ajouter des méthodes personnalisées comme par exemple euh, find by email. Si on a un attribut email dans l'entité utilisateur, cette fonction sera automatiquement comprise par le repository et va l'interpréter afin que nous puissions rechercher les utilisateurs par email. Donc, pour ce faire, nous allons donc venir ici et nous allons écrire extend JPA repository. Puis ici, nous allons mettre l'entité à laquelle le repository que l'on se crée correspond, c'est-à-dire l'entité user, et nous allons mettre le type
de la clé primaire de l'objet de l'entité qui est le type long. Maintenant, on peut également écrire la fonction find by email et ici mettre string email. Donc, on a oublié de mettre le type de retour. On peut mettre un optional user. Voilà. Donc, cette fonction-ci sera automatiquement comprise par Spring. Pourquoi? Parce que dans notre modèle user, on a déjà un attribut email ici. Donc, Spring va automatiquement comprendre ce que l'on souhaite faire et va écrire la méthode qui correspond. Comme ça, on pourra l'utiliser sans problème. On peut également faire la même chose pour les autres classes, comme par exemple la classe livre. Donc, on peut écrire ici là, book, repository, repository. Et ici, on va juste faire extend JPA repository et on va écrire book qui est de type long aussi. Donc, on peut faire pareil pour tous les autres. Comme j'ai déjà aussi fait ça en parallèle, je vais juste faire un copier-coller. Donc, je vais coller ça là. Et là, on peut avoir custom repository pour les clients et loin repository pour les emprunts. Donc là, c'est tout pour les repositories. La prochaine étape, ça sera la création des services.